Encore là, faut-il dire qu'il ne faut pas quand même ambitionner. Je vais dire un peu comme je disais déjà, il y a à l'occasion des difficultés que nous rencontrons, mais parfois c'est un peu involontaire ce qu'on nous donne là. On est obligé de subir un peu l'odieux de certains auteurs qui nous apportent non pas de la clarté dans notre compréhension de français, mais bien de l'ambiguïté. Et si vous voulez, lisez bien le rectangle que je vais vous apporter à la télévision. Essayez de lire, si vous pouvez, tranquillement. On dit ceci, je vais vous le lire. Si je place « je veux » devant le verbe et qu'il se termine par « er », ce verbe-là prend la finale « e » au présent avec « je ». Vous n'avez pas compris? Je vais relire. Si je place « je veux » devant le verbe et qu'il se termine par « er », ce verbe-là prend la finale « e » au présent avec « je ». Est-ce que maintenant vous avez mieux compris? Probablement vous n'avez pas mieux compris, mais ne vous en faites pas. J'ai demandé ça à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation l'année dernière. Et il me dit, un instant, M. Poirier, une minute, je vais la relire, je n'ai pas compris là. Si je place « je veux » devant le verbe et qu'il se termine par « er », ce verbe-là prend la finale « e » au présent avec « je ». Il dit, un instant là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je retire la feuille. Et je dis, monsieur, je ne le nommerai pas pour le moment, je ne le nommerai pas, je dirai, pardon monsieur, savez-vous en quelle année ça? Ça, c'est pour 6e année. Ça, ce sont des élèves de 11 ans et de 12 ans qui font leur 6e année, et c'est un livre que je ne nommerai pas pour aucune considération, je ne le nommerai pas, mais il est dans certaines écoles, dans certaines régions de la province. J'espère que vous ne l'avez pas chez vous, parce qu'autrement, le bon professeur va être obligé d'expliquer 2, 3 et 4 fois cette petite phrase d'une ligne et demie que le fonctionnaire, le haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation n'a pas compris après 2 fois. Ce qu'il veut dire par là, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que quand c'est un verbe qui termine en « er » et que c'est « je » qui est le sujet de ce verbe-là, à ce moment-là, le verbe va se terminer par un « e ». C'est simplement ça. Alors, si je place « je veux » devant le verbe, là, il n'a rien compris, j'ai perdu mon fonctionnaire. J'ai perdu dans la brume mon fonctionnaire. N'allons pas dans des complications pour rien. Comme ici, je prends par exemple 6e année. On donne dans un programme d'école, imaginez-vous, on demande aux élèves de comprendre des périphrases, des onomatopées, des homonymes, des synonymes et des antonymes, des comparaisons et des métaphores. 6e année, monsieur, madame, quand vous voyez quelque chose comme ça, parlez-en donc avec votre directeur de l'école ou le professeur, du programme de périphrase et d'onomatopée en 6e année, allez demander ça aux élèves de secondaire, parfois avancés, et ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une onomatopée. Vous allez peut-être me dire, Marcel, explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une onomatopée. Non. Pour quelle raison? Le dictionnaire est mon ami. Et le dictionnaire doit être votre ami. Allez chercher O-N-O-M-A-T-O-P-E, accent aigu E, onomatopée. On va vous parler de certains bruits, certaines imitations, quelque chose comme ça. Et vous allez avoir vraiment la signification. Je ne vous le donne pas simplement pour vous dire, n'oubliez pas la grammaire et le dictionnaire, 2 amis. Ne les laissez pas de côté. J'ai des dictionnaires, j'ai des grammaires. L'onomatopée, c'est intéressant. Je vais vous donner juste un exemple. Le clapotis de la vague. Le clapotis de la vague. Hein? Le tic-tac de l'horloge. Onomatopée. Et vous allez avoir dans le dictionnaire l'explication de l'onomatopée. Mais pourquoi donner à des jeunes de 10 ans,
donnons-en des explications sur des onomatopées et des périphrases. Les périphrases, imaginez, des figures de style. Soyons donc, allons donc à l'important. Allons à l'important avant de vouloir essayer de fignoler quelque chose de trop bien. Allons à l'important. Mais pour aller à l'important, nous allons aller à notre tableau, nous autres. Et avec notre tableau, nous allons parler de ce que nous appellerons la préposition. Et c'est précieux, puisque dans quelque temps, dans quelques semaines, soyez toujours bien présents, parce que dans quelques semaines, nous aurons l'occasion de parler de la structure de phrase et de la composition française. Alors, la préposition entre en ligne de compte aujourd'hui et on dit qu'est-ce qu'une préposition? Préposition. Pré qui veut dire avant. Position en position à l'avant. Alors je dis ceci. Va à l'école. Point. Remarquez bien que le va, VA, est le verbe à l'impératif. VA et non pas VAS. C'est le verbe aller et on écrit VA, IEK particulier. C'est un verbe qu'on appelle irrégulier. Irrégulier qui n'est pas régulier. C'est bien ça? Alors, va à l'école. Qu'est-ce que je fais quand je dis va à l'école? Le « à » qui est ici, qu'est-ce qu'il amène? Il amène un complément. Qu'est-ce que c'est qu'un complément? On a déjà parlé de ça. Un complément, c'est un mot ou un groupe de mots qui sert à compléter ma pensée. Alors, quand je dis « va », l'action d'aller, je te donne un commandement, mais « va où » ? « Va où » ? Et on va demander l'endroit, il va dire « à l'école ». Donc, le mot « école » va être un complément de circonstance de lieu. L'endroit. L'endroit, c'est un complément. Mais qu'est-ce qui amène ce complément-là? C'est le petit « a » qui est ici. Le petit « a » va s'appeler une préposition qui est en position devant le complément. Tout simplement ça. Alors, est-ce qu'il faut apprendre les prépositions? Comme il y a beaucoup de professeurs qui suivent le cours actuellement, et je les en félicite, parce que je me rappelle qu'un professeur me disait dernièrement, sais-tu que la pédagogie que tu utilises, le procédé pédagogique que tu emploies dans ton cours, je m'en sers également à l'intérieur de mes cours. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir vous rendre des services. Le service que je vous rends, c'est lorsque nous nous retrouvons devant des mots où on dit « Qu'est-ce que veut dire cela? » Bien, avant de dire « Je vais vous apprendre les prépositions », vous allez les apprendre par cœur. On ne les fait plus apprendre par cœur. Autrefois, on les faisait apprendre par cœur, mais on ne savait pas à quoi elles servaient. Et après ça, on jouait avec le « A » et le « A ». Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la distinction entre le « A » et le « A », puis on essayait de remplacer ça par des mots pour essayer de trouver la réponse. On faisait apprendre par cœur, sans comprendre. On apprenait « A » après, avant, avec, chez, contre, dedans. « A » après, avant, avec, chez, contre, dedans. De, depuis, derrière, dès, devant. En, entre, envers, hormis, hors, malgré, moyennant. Outre, par, parmi, pendant, sans, selon, sous, sur, vers, voici, voilà. Et voilà. On faisait apprendre ça par cœur. D'accord, ça servait pour la mémoire. D'accord. La mémoire c'était précieux. On apprenait beaucoup de choses par cœur et on se rappelle de beaucoup de choses. Si on les a bien comprises en les apprenant, champion, merveilleux, c'est 100% de succès. Mais si on a appris du par cœur sans comprendre, c'est malheureux. Malheureux. Il faut plutôt comprendre que d'apprendre le par cœur. Alors, après, avant, avec, là, on n'a pas besoin de les apprendre. Mais quand on arrive ici, on regarde, par exemple, ceci, va à l'école. Il protège
ses parents. Est-ce qu'il y a ici un complément? Oui. Est-ce qu'il y a un mot qui amène un complément? Non. Donc, il n'y a pas de préposition. S'il n'y a pas de préposition, c'est qu'il n'y a pas de mot qui est en position devant le complément. Il y a un complément ici d'objet et il protège qui? Voyez-vous, quand je pose la question « qui », là, il n'y a pas de préposition. Ça va de façon directe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un complément d'objet direct. Direct parce que j'ai posé la question « qui ». Il protège qui? Il apporte quoi? Il apporte des friandises. Il apporte quoi? Complément direct. Mais si je dis « il se souvient de son année scolaire où il avait réussi à 90 », il se souvient de son année scolaire. Le « de », qu'est-ce qu'il fait là? Posez votre question au verbe qui est ici. Il se souvient de quoi? Ah, voyez-vous le petit « de » là? De quoi? Ce n'est pas une question directe. Alors, il se souvient de quoi? De préposition, parce qu'il est devant un complément d'objet indirect. Pourquoi on a posé la question de quoi? De qui? De quoi? Indirect. C'est un complément d'objet indirect, tout simplement. Alors, quand je dis « il se souvient de qui », il est généreux envers qui? Envers préposition. De préposition. J'ai mis le chapeau sur la table. Sur quelle sorte de mots? Apprenons-les pas par cœur. Après, avant, avec, chez, contredans, là, sur, voici, voilà. Non, non. Apprenez-les pas. Regardez ce qu'il fait dans la phrase. Et vous allez dire ce qu'il fait dans la phrase. Il amène un complément. S'il amène un complément, c'est une préposition, tout simplement. C'est simplement ça. Alors, une préposition amène un complément. Alors, de son année. Envers les pauvres. Envers qui? Envers les pauvres. Complément d'objet indirect. Envers qui? Indirect. Ce n'est pas une question directe, qui ou quoi. C'est envers qui? Préposition. Alors, quand on a une préposition, il y en a des prépositions qu'on emploie le plus fréquemment. Et très fréquemment, il y a ces prépositions à, de, par, en, pour, sans. Et le à, vous vous souvenez, la semaine dernière, à, de, par, en, pour et le sans. Alors, à, de, par, en, pour, sans, vous vous souvenez, il amène un infinitif à la fin. Un infinitif ici. Ça veut dire manger, M-A-N-G-E-R, il a réussi à faire l'action de quoi? De manger. Voyez-vous, là? Préposition à, de, par, en, pour, sans. Et c'est peut-être bon de retenir ces prépositions-là. Ils amènent un complément. Il a fini par quoi? Il a fini par manger. Il est venu pour quoi? Il est venu pour manger. Verbe à l'infinitif. À faire l'action de manger. Et c'est pour cela. Il est venu pour cela. Alors, la préposition amène un complément. Ça, c'est précieux de bien distinguer ça. Il va falloir faire cette distinction avec ce qu'on va appeler maintenant la conjonction. Mais avant d'aller à la conjonction, allons donc peut-être un petit moment juste pour quelques petites applications. On va regarder quelques applications de notre préposition. Et on va regarder ici, on va avoir quelques beaux exemples. Et les beaux exemples qui nous sont précieux, que nous retrouvons à la page 100 dans la grammaire expliquée, que vous retrouvez dans votre librairie, tout simplement. Alors, vous avez « je reviens de l'école ». Voyez-vous le « de » préposition. « Je reviens », regardez ce qui est marqué en dessous, vous pouvez probablement le lire. Mot complété. C'est le mot qui est complété, c'est le verbe « je reviens ».
Et le mot école, c'est le complément. Alors, le complément, le mot complété et la préposition de devant le complément. Je retourne dans ma classe. Et le mot complété, c'est le verbe retourner. Je retourne où? Dans ma classe. Dans ma classe, dans préposition. Regardez, il est en violet également. Il est en violet. Vous autres, vous l'avez en noir. Dans votre grammaire, vous l'avez en violet qui marque la préposition devant le mot complété, le complément, ma classe. L'autre en dessous, je marche avec mon frère, avec préposition. Je me repose pendant la nuit, pendant préposition. Mot complété, je me repose. Quand? La nuit. Pendant quand? Pendant quel moment? La nuit. Nuit, le complément du verbe repose. Et le dans, qu'est-ce qu'il fait là? Pendant, qu'est-ce qu'il fait là? Il amène le complément. Alors, quand on vous dit les prépositions, ça, c'est bien compliqué à reconnaître, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que c'est. Il s'agit de savoir quelle est la fonction du mot. Il amène un complément automatiquement. Alors, je peux tout de suite, maintenant, passer à ce qu'on va appeler maintenant la conjonction. Et la conjonction, même dans la première partie de notre présentation, on va parler de la conjonction. Qu'est-ce que c'est que maintenant la conjonction? On va examiner ça tout de suite. On va dire la conjonction, c'est une jonction. Ben oui. Et quand vous faites la jonction de deux objets, vous les attachez ensemble. Vous faites la première partie de la corde, l'autre morceau, et vous faites la jonction, le joint. Alors, la jonction avec, il y a une jonction, donc il y a deux objets. La première et la deuxième sont réunies et on a formé une jonction. Ça s'appelle conjonction. La jonction qui est faite avec. Avec qui, avec quoi? Avec qui, avec quoi? Simplement, on va voir qu'est-ce qu'il y en est à ce sujet-là. Alors, la conjonction. Et souvent l'individu va dire, une petite brosse quand ça tombe, là, ça nous surprend. Alors, la jonction qui est faite avec quelque chose. Conjonction, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qui vient avec. Alors, quand on parle de conjonction, ça va unir ça. Elle unit. Elle unit quoi? Deux mots de même nature. Deux mots de même nature. Ou encore deux groupes de mots. Deux groupes de mots. Ou encore deux propositions. Et j'écris tout ça parce que plusieurs prennent des notes. Deux mots de même nature. Est-ce que maintenant on peut savoir qu'est-ce que c'est que signifie deux mots de même nature? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, deux mots de même nature? On a parlé des natures déjà. On a parlé des déterminants, des noms, des adjectifs. Vous allez peut-être me dire, Marcel, reviens-tu encore sur les déterminants et les adjectifs? Bien, pour l'explication, je vais apporter un exemple. Alors, je vais dire, Lucie était grande et jolie. Qu'est-ce que je fais quand je dis grande? C'est une qualité que je donne. Jolie, c'est une autre qualité que je donne. Donc, c'est un adjectif qualificatif, un autre adjectif qualificatif. Qu'est-ce que fait le « et » qui est ici? Il fait la jonction entre les deux mots. Lucie était grande et jolie. Le joli, le grande, et qu'est-ce que fait le « et » ? Il unit deux qualités, c'est-à-dire deux mots de même nature. Ça, c'est un adjectif qui donne une qualité à Lucie, et l'autre, il donne une qualité lui aussi à Lucie. Grande et jolie, deux noms, deux adjectifs plutôt réunis par le mot « et », tout simplement. Il peut réunir également deux autres sortes de mots. On va dire, par exemple, Marc et Marcel,
Bien, le « et », qu'est-ce qu'il fait là? Il réunit deux noms, deux mots de même nature. Marc et Marcel voyagent ensemble. Alors, Marc, nom propre, un nom. Marcel, un nom. Qu'est-ce que fait le « et »? Il fait le joint, l'union entre Marc et Marcel. Alors, conjonction, la jonction entre deux mots de même nature. Facile à comprendre. On passe à l'autre. Il réunit aussi deux groupes de mots. Deux groupes de mots, on va voir ça dans les phrases d'analyse, là. On va voir ça tantôt. Dans les phrases d'analyse, on va dire les producteurs de fruits et les vendeurs de légumes s'entendent sur un point commun. Les producteurs de fruits, un groupe de mots, un groupe de mots, un groupe nominal, avec un nom ici, producteur de fruits, complément de nom, on verra ça. Les vendeurs de légumes, un autre groupe de mots. Qu'est-ce que fait le mot « et » qui est là, lui? Il unit les deux groupes de mots. Il est une conjonction. Il fait la jonction entre les deux. Le mot « et », le mot « ou », il viendra à Québec ou il se rendra à Rimouski. Il viendra à Québec ou il se rendra à Rimouski. Le « ou », qu'est-ce qu'il fait là? Il unit. Alors, au lieu de donner des trucs, là, pour reconnaître le mot « ou » qui veut dire « ou bien », alors, il se rendra à Québec ou il ira à Rimouski. Deux groupes de mots, le mot « ou », qu'est-ce qu'il est? Il unit deux groupes de mots, à ce moment-là, conjonction, pas préposition. Il n'est pas placé devant un complément. Il unit deux groupes de mots. Vous voyez tout de suite qu'il faut observer et remarquer que le « ou » est une conjonction. Ni mon père, ni ma mère ne m'ont gâté. C'est vrai. Ni mon père, ni ma mère. Ni mon père, ni ma mère. Un nom, le mot qui joint deux mots de même nature, conjonction. Il peut appeler également la conjonction, on va dire, il va réunir deux propositions. On va dire ceci, par exemple, les vendeurs d'automobiles travaillent fort parce que le marché est difficile. Point. Le parce que qui est ici, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Les vendeurs d'automobiles travaillent fort. Pourquoi je n'ai pas mis des à fort? Ce ne sont pas les vendeurs qui sont forts. Bien, pas du tout. Les vendeurs ne sont pas forts. Ils font l'action de travailler. Donc, c'est un adverbe. Si c'est un adverbe, le mot fort ne s'accorde pas. Allons, étudiants de secondaire 4 et 5, hein? Voyez-vous, là? Vous écrivez et vous écrivez en vous servant de votre logique, de votre bon sens. Mais oui, à tous, quand je dis élèves de secondaire 4 et 5, je parle également à tous ces anciennes secrétaires ou anciens professeurs, ou encore les professeurs actuels. C'est facile de faire comprendre le lien qu'il y a, la relation qu'il y a entre ces divers mots. Alors, le parce que, qu'est-ce qu'il fait là? Il réunit la première idée qui était mise ici. Première idée, les vendeurs d'automobiles travaillent fort. Puis l'autre idée, le marché est difficile. Le marché est difficile, c'est la deuxième idée. Il y a deux idées d'exprimer. Il y en a une qui est importante. Elle va s'appeler la principale, l'idée principale. Les vendeurs d'automobiles travaillent fort. Il y a une raison pourquoi ils travaillent fort. Parce que, alors ici, ça va s'appeler ici une locution conjonctive. Pourquoi on va appeler ça une locution? Le mot locution veut dire, il vient du mot latin, locutus, qui veut dire le parler.
Loqui. Alors, qui veut dire parler. Alors, une locution conjonctive. Une locution, c'est une expression de plus qu'un mot qui a une conjonction. Le que est une conjonction. Il fait avec le mot parce la raison que la jonction entre la première idée, les vendeurs d'automobiles travaillent fort, puis la deuxième idée, le marché est difficile. Le mot parce et le mot que, qui sont réunis ensemble pour former la jonction, s'appelle une locution conjonctive, tout simplement. Et c'est comme ça que nous retrouvons la conjonction. Et la conjonction va être de deux ordres, on le verra après notre petit arrêt, notre petite période d'intermission, là, où on va parler, par exemple, de quelque chose en particulier. Alors, on fait un petit arrêt, comme on le fait habituellement. Et la raison, tout simplement, pour se dérider un peu ou relaxer un petit peu, même si ce n'est pas toujours comique. Il y a des expressions qui sont plutôt comiques. Il y a des expressions qui viennent et on ne sait pas toujours la provenance de ces choses-là. On parle, par exemple, des cordonniers. D'où viennent les cordonniers? D'où ça vient, ça, ce nom-là, les cordonniers? Bien, les cordonniers, ça vient de l'Espagne. De l'Espagne. Oh, puis ça date de loin à part de ça. Ça date de loin des années 1200. Dans les années 1200, il y avait à Cordoue. Et en Espagne, on appelle ça la ville de Cordoba. Mais à Cordoue, en Espagne, il y a des gens qui vivent là et qui s'appellent les Cordouans. Les Cordouans. C-O-R-D-O-U-A-N-S. Mais ces gens-là, petit à petit, dans cette ville-là, il y avait, on connaissait la cordouannerie. La cordouannerie, c'était des individus qui ont connu une très belle spécialité, celle de préparer des cuirs ou peaux de chèvre d'une manière tout à fait personnelle. Et c'est de là qu'est venu le nom cordouannerie. Cordouan, cordouannerie. Et ils travaillaient le cuir, les peaux, les ligaments, les peaux de chèvre. Et ils ont fait des souliers. Et ces cordouanniers sont devenus, avec le temps, des cordonniers. Cordouan, le ouan était réuni et pour le mot cordonnier. Et c'est de là que vient, on notera par ailleurs le cordouan, qui qualifie un cuir de soie fabriqué à l'origine en Cordoue, en Espagne, à partir de peau de mouton ou de chèvre, traité au tanne, au sumac et à la noix de Galles. La première mention remonte en 1096. Ça, c'est plus loin que moi, ça. Ça, c'est un petit peu plus loin, plus loin que vous aussi. Hein? Alors, la première mention remonte et est souvent attestée par la suite avant de devenir usuelle. Alors, les cordouanniers, ce sont des cordonniers et ça vient de l'Espagne. Cette expression qui vient de l'Espagne. Alors, on entend ces expressions-là, on entend parler de ça, puis on se dit, bien, les cordonniers, qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui travaille les chaussures. Mais ça vient de le cordouan. Un cordouan. Et voilà. On revient maintenant à notre explication, parce que du côté de la grammaire expliquée, il nous faut à tout prix revenir à nos informations sur la conjonction. Et la conjonction, là, j'apporte une précision qui est très importante. La précision, c'est que la conjonction sera soit une conjonction de coordination, et le mot est très clairement exprimé, conjonction de subordination également. Mais avant de passer à ça, je veux toujours donner la véritable signification de ces mots-là. La conjonction de coordination. Quand on dit qu'on a quelque chose, on a beaucoup d'objets, on va ordonner ces objets-là. C'est ça que ça veut dire. On va les mettre en ordre. D'accord? On les met en ordre.
Quand on va dire maintenant, on va coordonner, où il y aura une conjonction de coordination, c'est qu'on va ordonner les objets et on va les mettre côte à côte. Et on va dire, par exemple, ceci. On va dire tout simplement ceci. Paul, Louise et François. Et on a nommé quelqu'un, on a nommé quelqu'un d'autre, et on a nommé un troisième, et on unit, on ordonne le nom François avec les deux autres. Et quand on ordonne le nom François avec les deux, on a ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Je le sépare, mais en réalité, c'est un mot. Coordination. Coordonner, c'est comme des copropriétaires. Qu'est-ce que c'est que des copropriétaires? Ce sont des propriétaires qui sont ensemble. 2 ou 3 propriétaires qui possèdent, par exemple, un immeuble. Alors, on va avoir, ce sont des copropriétaires. Ça veut dire qu'ils sont propriétaires avec d'autres. Ça veut dire qu'ici, ils sont ordonnés avec un autre. Comme par exemple, François est ordonné avec Louise et Paul. Alors, on a une conjonction de coordination. On a des mots qui sont séparés comme ça, mais on peut avoir aussi des phrases entières. Des phrases entières où on aura la conjonction de coordination. Lorsqu'on va exprimer une idée bien précise, on utilisera la conjonction de coordination. On va dire, par exemple, les champions ont été fêtés, mais ils sont revenus moins fiers qu'ils n'auraient dû l'être. Les champions ont été fêtés, mais ils sont revenus moins fiers qu'ils auraient dû l'être. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont gagné par la porte d'en arrière. C'est à cause d'une erreur de l'équipe adverse que l'équipe a gagné. C'est pas trop honorable, mais quand même, on accepte tous les honneurs. On accepte les championnats. Alors, le mot « mais », qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il unit deux idées bien précises. Les champions ont été fêtés, mais ils sont revenus moins fiers qu'ils auraient voulu l'être. Ils sont revenus. Mais, conjonction de coordination. Pourquoi? Il unit simplement deux propositions qu'on va appeler propositions indépendantes. Et je le donne tout de suite. Et je donne l'autre ici. Ils sont revenus moins heureux qu'ils l'auraient souhaité. Une autre proposition indépendante. Et je vais dire tout de suite, parce qu'on parle de conjonction et de conjonction de coordination, je vais parler de l'indépendance et de la principale et de la subordonnée. On va tout de suite en dire un mot immédiatement. Qu'est-ce que c'est qu'une indépendante? Avez-vous déjà vu, on va aller s'asseoir un petit instant, juste pour expliquer ce petit point-là, avez-vous déjà vu des individus qui se promènent sur la rue, la tête haute, et puis ils se foutent de tout le monde, ils se foutent de tous, peu importe eux autres, ça ne les dérange pas, ils se foutent de tous. Ce sont des indépendants. L'autre passe à côté puis il dit « Hey, Louise, regarde ça s'il y a de l'air indépendant. » Puis il y a une autre expression qu'on emploie parfois dans ces cas-là, qu'on n'emploiera pas ici à la télévision, mais vous comprenez quelle expression. Alors, il fait le frais. Hein? Alors, il y a une expression qui nous montre qu'il est indépendant. Indépendant, ça veut dire que lui, il n'a même pas besoin de personne. Il n'a besoin de personne, lui. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, des amis, pour voyager avec lui. Lui, il est tout seul, il se fout des autres, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas du tout. Il est indépendant. Dans une proposition, si vous avez une idée que vous exprimez, ou vous avez deux idées à exprimer, mais vous pourriez mettre un point à la fin de votre première idée parce que votre idée quand même est complète. Mais comme l'autre vient de celle-là,
on va peut-être la réunir par un mot qu'on va appeler une conjonction de coordination qui joint deux propositions, deux idées importantes. Alors, la première qu'on avait, nous autres, les champions sont revenus du championnat, ont rapporté le championnat. Les champions ont remporté ce championnat. Ça, c'est une idée. J'aurais pu mettre un point. Tout vrai. Puis j'aurais pu dire point. Maintenant, j'aurais pu ajouter ceci. Ils sont revenus moins fiers qu'ils auraient voulu l'être. Parce qu'ils ont gagné, comme on dit, par l'erreur de quelqu'un d'autre. Mais quand même. Alors, deux idées qui sont exprimées, réunies par la conjonction de coordination et, ou mais, ou le mot car, ou le mot or, ou le mot donc, peu importe. C'est les principales. Néanmoins, toutefois, on réunit deux idées. Première idée, indépendante, pourquoi? Parce qu'elle ne dépend d'aucune autre, celle-là. Elle ne dépend pas d'une autre proposition. Elle est toute seule, même, je peux dire ici, point. Tiens, je lui mets ici, point. J'enlève ceci et je dis, ils, majuscule. Ils sont revenus de l'Europe, point. J'ai deux idées bien exprimées et je n'ai même pas besoin de mettre la jonction entre les deux. J'aurais pu mettre un point. Mais si je veux montrer que ces deux idées-là se rattachent bien, je vais mettre la conjonction de coordination pour coordonner cette idée qui est indépendante de l'autre. On pourrait très bien mettre un point et puis dire c'est une phrase complète, un sujet, un verbe, un complément. Un autre sujet, un verbe, un complément. Alors, c'est une phrase complète. Alors, à ce moment-là, le mot « mais » pourrait très bien s'enlever et dire comme ceci, les champions sont revenus fiers de leur championnat. Point. Et on aurait pu mettre ça et on aurait eu une indépendance. On aurait pu dire, ils sont revenus toutefois moins enthousiastes qu'ils l'auraient voulu. Point. Point. Alors, c'est une autre idée et cette idée-là, elle est également indépendante. Alors, deux indépendantes, mais si, on va appeler ça ici des indépendantes, si elles sont côte à côte, on va mettre un point, ça va être une indépendante toute seule. L'autre ici va être également une indépendante. Mais si vous mettez une virgule ou encore un point-virgule ou une virgule, les champions sont revenus fiers de leur victoire, virgule, ils auraient souhaité également autre chose. Là, on aura une indépendante et ici, il y a réuni par une virgule. On va appeler ça une indépendante juxtaposée. Juxtaposée. Et ça veut dire quoi, ça, juxtaposé? Ça veut dire tout simplement poser juste à côté. C'est ça que ça veut dire. Une indépendante juxtaposée, une indépendante et une autre indépendante, elle est posée juste à côté. Juste à côté. Non, pas ça, juste à côté. C'est juste à côté. Mais juxtaposée, juste à côté. Alors, ça veut dire, elle est réunie par une virgule. Et les deux indépendantes, celle-là, ici, indépendante, et la deuxième qui vient après, qui est ici, indépendante, juxtaposée, tout simplement. Habituellement, j'emploie un petit exemple qui est facile à retenir et que j'utilise habituellement parce que c'est facile à le retenir, cet exemple-là. On parle pour des chasseurs parce que les chasseurs aiment bien aller de temps en temps, une fois par année au moins, à chasse au chevreuil, etc. Alors, on va dire ceci. Le chasseur vise le lièvre, vise le lièvre, et ça, c'est de la petite chasse, ça. Il l'attrape et le tue. Comme ça. Je retrouve ici trois idées. Le chasseur vise le lièvre. Le chasseur, il attrape le lièvre. Il attrape quoi? L', qui est le L', COD,
attrape quoi? L apostrophe, mais pour le lièvre. Et le tue. Et, sous-entendu, il le tue. Alors, vous retrouvez une proposition qu'on va appeler une proposition. Et je vais vous demander même maintenant pourquoi on va appeler ça une proposition. Pourquoi une proposition? Un peu, est-ce que j'ai expliqué le mot? C'est peut-être le premier mot que je n'expliquais pas, là. Je parlais de proposition sans l'avoir expliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Venons voir le mot ici. Une propos? Un propos? C'est ça? Une proposition, c'est un propos, tout simplement. C'est un propos. Et un propos, c'est quoi? C'est une idée qui est émise. C'est une idée qui est exprimée. C'est ça que ça veut dire une proposition. Je vous propose quelque chose. Bien, je vous émets une idée et je vous invite à l'accepter. Une proposition, c'est une idée qu'on exprime. Et dans le cas présent, j'ai une proposition ici. Le chasseur vise le lièvre. Et je ne tire pas encore. Je reste comme ça, vise le lièvre. Point. Je peux très bien mettre un point ici. Alors, j'ai une proposition indépendante. Deuxième, il l'attrape. Si j'ajoute « il l'attrape » avec une majuscule, pow! Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai attrapé le lièvre. Alors, j'ai attrapé le lièvre. Donc, je peux mettre encore un autre point ici. Et, à un moment donné, il est mort. Et il le tue. Il arrive là, il le lève complètement. Fini, il est mort. Et il le tue. Il le tue, une autre idée bien complète. Donc, j'ai première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, trois idées. Je peux les séparer, je pourrais mettre un point et ça irait très, très bien. Mais comme toute cette idée-là se tient ensemble, ça se tient bien, j'enlève le point, je vais appeler la première proposition une proposition indépendante parce que c'est la première qui commence, c'est la première qui est exprimée. La deuxième proposition, vu qu'il y a une virgule maintenant, je remets son petit « il » ici, en bas de case. Alors, il l'attrape. Et il l'attrape, qu'est-ce que c'est que j'aperçois? J'aperçois le « et » ici, donc il n'y aura pas de point là. Il l'attrape. La deuxième proposition, elle va être indépendante, mais comme elle est posée juste à côté, regardez, elle est posée juste à côté de le chasseur vise le lièvre, on va l'appeler comment? Une indépendante juxtaposée. Ça veut dire quoi? Posée juste à côté. Alors, indépendante juxtaposée dans ce cas-là. Il l'attrape, indépendante juxtaposée. Pourquoi? Regardez la virgule qui est ici. Il n'y a pas de conjonction qui les réunit, là. Et la troisième, et, il, sous-entendu, le tue. Et le chasseur tue quoi? Le, mais pour le lièvre. Et ça, c'est une autre idée. Donc, si c'est une autre idée, automatiquement, le groupe de mots va être une indépendante, parce que j'aurais pu dire, le chasseur tue le lièvre. Point. Et ça aurait été une phrase bien complète. Il le tue, indépendante, qu'est-ce que ça va être? Coordonné. Pas juxtaposé, parce qu'il y a gardé le « et », qui est une conjonction de coordination. Donc, coordonné. Accent aigu « e ». Coordonné, accent aigu « e ». Indépendante, coordonnée. Et c'est ça, à ce moment-là. Et ça, c'est la troisième. Alors, on a trois indépendantes. Première est indépendante, tout simplement. La deuxième, elle est indépendante, quoi? Juxtaposée, parce qu'elle est posée juste à côté de l'autre, puis il n'y a pas de conjonction qui la réunit. Ici, c'est une virgule. Et, ça, c'est une conjonction. Si c'est une conjonction de coordination. Et une conjonction de coordination qui réunit cette troisième-là à cette deuxième-là. Donc, indépendante, coordonnée, tout simplement. Et c'est de cette façon que nous comprenons nos propositions indépendantes. C'est tout simplement ça.
Si, par contre, j'emploie un autre exemple avec une proposition qui ne sera pas une indépendante, mais qui va nous apporter une raison peut-être, ou un moment, par exemple. On va dire, les joutes de hockey étaient enthousiasmantes, les joutes de hockey étaient enthousiasmantes parce que les joueurs avaient le feu sacré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on dit l'expression « il y a le feu sacré »? Ça veut dire quoi, ça? L'expression « avoir le feu sacré ». Les joueurs avaient le feu sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voulaient gagner. Ils avaient le feu, comprenez, sacré. Alors, vous pensez d'autre chose, là? Non, 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 non. Alors, ils avaient le feu sacré, c'est qu'ils y allaient, comment? Par propulsion, hein? À propulsion. Alors, les joueurs de hockey étaient enthousiastes. Ça, c'est une idée qui est importante, ça. Mais est-ce que j'arrête ça là, puis je peux mettre un point? Si je mets un point là, ça veut dire que je mets une majuscule ici. Je mets une majuscule ici. Si je dis maintenant « feu sacré, point », et je dis ceci, parce que les joueurs avaient le feu sacré, point. Est-ce que cette idée, parce que les joueurs avaient le feu sacré, est-ce que c'est une idée qui est complète, ça? Est-ce que vous êtes capable de dire « parce que les joueurs avaient le feu sacré ». Vous allez dire « oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? » Ben oui, mais comment qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous dis parce que les joueurs avaient le feu sacré. Mais oui, mais dis-nous qu'est-ce qui s'est produit. Bien, les joueurs de hockey, ils étaient enthousiastes. Pourquoi? Parce que les joueurs avaient le feu sacré. Parce qu'ils avaient le feu sacré. Alors, je ne peux pas enlever ceci. Si je mets un point ici, je vais avoir une indépendante, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous allez dire pour ici? Parce que ça amène une idée qui arrive ici, là. Si l'idée, elle est amenée par une jonction qui s'appelle une conjonction, et avec le mot « parce » et le mot « que », c'est une locution conjonctive. Conjonctive, on va marquer maintenant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une locution conjonctive, ça ici, ça dépend de ça ici. Si la deuxième partie dépend de l'autre, parce que vous ne pouvez pas dire simplement parce que les joueurs étaient fatigués. C'est comme si moi, j'étais entré dans une classe un jour et j'étais arrivé en disant parce que mon père était malade. Vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, ben oui, mais je te dis, parce que mon père était malade. Ben oui, mais complète ta pensée. Il y a une autre idée là qu'il faut apporter. Parce que mon père était malade, j'ai été fort attristé. Ah, là, c'est correct. J'ai été fort attristé parce que mon père était malade. Mais l'idée principale, c'est que j'ai été fort attristé. Mais la raison, le pourquoi, parce que, est venu par la suite. Et parce que mon père était malade, c'était la subordonnée. Et là, on va appeler ça ici une principale. C'est l'idée principale qu'on veut exprimer. Et quand on dit l'idée principale, c'est qu'il y en a une qui va dépendre de celle-là. Et ça, c'est très vrai. L'autre sera ce qu'on va appeler une subordonnée. Puis comme il y a une conjonction, une locution conjonctive qui rejoint la deuxième idée ici à celle-là ici, c'est qu'on va l'appeler subordonnée conjonctive. Conjonctive parce qu'elle a une conjonction. Et quelle sorte de conjonctive? Posez votre question. Les joueurs de hockey étaient enthousiastes. Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de quoi? Mais parce que. Alors, c'est une subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de cause. De cause. Alors, le complément, il complète la première idée, qui est la principale, et la deuxième, elle est subordonnée. Parce que quand quelqu'un est subordonné à quelqu'un d'autre, l'autre est plus haut, puis lui, il est subordonné à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, subordonné. Ça veut dire qu'il dépend de l'autre. Et dans une école, vous allez avoir, par exemple,
un principal. Mais êtes-vous capable d'avoir un principal sans qu'il y ait de professeur avec? Mais non. S'il n'y a qu'un enseignant, bien, il ne sera pas principal de l'école. Parce que pour être principal, il faut qu'il y ait des enseignants avec lui. Alors, il va y avoir des subordonnés. Il va y avoir des sujets qui vont être avec lui et qui vont travailler avec. Lui, il sera le principal et les autres seront les enseignants, les professeurs. On a un principal quand on a des professeurs. S'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de principal. C'est un professeur, tout simplement. Alors, c'est comme si on avait une indépendante toute seule. Mais si on a deux propositions, puis la deuxième, elle dépend de la première, on a quoi à ce moment-là? On a tout simplement le principal et la deuxième, la subordonnée. Et c'est un petit peu le petit tour d'horizon que j'ai voulu exprimer actuellement pour vous montrer qu'il y a une importance à utiliser ce que nous appelons la conjonction de coordination ou la conjonction de subordination. Alors, ce sont des compléments et toutes ces choses-là sont importantes à bien comprendre. Et dans votre grammaire, je peux vous montrer ici, juste en vous laissant ceci, vous avez une idée un peu de ce qu'est le cahier d'exercice. Vous voyez ici, à l'extrémité, il y a un petit livre qui est là, juste à l'extrémité en haut à droite. Et à l'extrémité, il y a une page qui est inscrite là, qui indique à quelle page, dans la grammaire, vous retrouvez la théorie de cette explication-là. D'accord? Alors, c'est bien important de mettre en pratique ces exercices-là. Et ces exercices, le cahier d'exercices, que vous trouvez également dans les mêmes librairies, vous avez des exemples. Je dis, choisissez la préposition ou la locution prépositive qui convient. Locution prépositive, c'est comme une locution conjonctive. On a parlé de locution conjonctive quand on a deux mots, locution prépositive quand on a deux mots également. Alors, soyons aimables envers tout le monde. L'or est enfermé dans le sein de la terre. Et ainsi de suite comme ça. Alors, des exemples là, que vous avez et qui permettent d'appliquer cette théorie qu'on vient de présenter. Alors, mes chers amis, on est sur le point de terminer cette 23e leçon. Oh, il n'en reste que 17. Et comme il n'en reste que 17, il ne faut pas en manquer une, d'autant plus que je vous informe que dans quelques temps, dans quelques semaines, nous aurons la possibilité de faire, après avoir expliqué tout ça, nous ferons la dictée. La dictée de Marcel, elle va vous être donnée une bonne journée et vous aurez le lendemain, la semaine suivante, la possibilité de pouvoir connaître votre résultat. Je vous donnerai dans cette dictée tout cet ensemble que nous avons étudié. Alors, c'est à vous maintenant d'être bien attentif, de bien utiliser votre grammaire, votre cahier d'exercice, et vous avez votre corrigé à la fin. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez vous corriger vous-même. Et je vais terminer avec une petite pensée qu'on va donner ici. Les larmes qu'on s'efforce de cacher sont toujours les plus sincères. C'est vrai. Bonjour.